Ciao à tutti, bienvenue dans le podcast Style Juve, votre rendez-vous hebdomadaire avec l'actualité de la Juventus. Aujourd'hui, pour cet épisode 34, nous allons célébrer le 8e Scudetto consécutif remporté par la Juventus, le 37e de son histoire. Avec moi pour revenir sur cela et puis aussi sur les déceptions récentes de la Ligue des Champions, il y a notre community manager Rafa. Salut. Salut. Et donc, je le disais, 8e Scudetto consécutif, le 37e de notre histoire, une belle fête après la victoire contre la Fiorentina ce dimanche, une victoire 2-1, avec un but de Sandro et un but contre son camp, sur un centre de Cristiano Ronaldo, et c'était un but de Petzela. Voilà, j'avais perdu son nom, Petzela qui marque contre son camp, et donc la Juve qui s'est imposée 2-1. Et une drôle d'ambiance quand même autour de ce match, même si au stade ça avait l'air sympa, mais en tout cas sur les réseaux sociaux et dans le petit monde bianconero, puisqu'il y a eu cette élimination Ligue des Champions contre l'Ajax qui a été une énorme déception. Comment tu as accueilli ce titre, Rafa? Est-ce que tu as réussi à t'en réjouir ou est-ce que l'amertume de la Ligue des Champions était encore trop grande? J'étais content qu'on l'ait gagné, qu'on ait enfin assuré ce Scudetto après l'avoir retardé d'une semaine. C'est compliqué de faire parler des choses parce que sur la saison, je suis content parce qu'on a fait une très grosse saison. Je parle du championnat. Je suis satisfait de ce point-là. Je suis satisfait de la saison qu'on a fait du championnat de 2010-2009, qu'on a survolé la tête et les épaules, un peu de concurrence cette année, il faut le dire. Par contre, c'est vrai que ça arrive un peu à un moment où ça devait pas arriver, quoi. On devait être dans un moment de joie, on devait célébrer la qualification en demi et le Scudetto. Malheureusement, la Ligue des Champions a fait tâche, quoi. Et l'élimination de la Ligue des Champions est logique, on n'a pas proposé de jeu. L'Ajax a beaucoup mieux joué que nous. Il y a rien à dire, quoi. Il y a rien à dire. Moi, j'ai accueilli le Scudetto d'une manière, comme je t'ai dit, assez mesurée. J'étais quand même très content, comme je t'ai dit, de la saison qu'on a fait. Mais derrière, la Ligue des Champions entache un petit peu la célébration. En plus, enfin, ce titre finalement, il arrive un peu au pire moment parce que, alors certes, on le célèbre à domicile, mais je pense que ça aurait été mieux si ça avait été peut-être la semaine dernière contre la Spal avec tous les jeunes sur le terrain. Justement, on aurait pu assurer le titre avant la Ligue des Champions, ça aurait peut-être mis une dose de bonne humeur. En tout cas, il n'y aurait pas eu toute cette négativité. Ou éventuellement la semaine prochaine parce qu'il y a le match contre l'Inter, donc c'est sûr que gagner un titre contre l'Inter, ça fait toujours plaisir, c'est toujours un petit peu excitant en tout cas quand on est supporter et que c'est une équipe adverse. Mais c'est vrai que là, il arrive vraiment en pire moment, c'est-à-dire il y a cette élimination Ligue des Champions qui est une grosse déception pour tout le monde parce que c'était une vraie attente et c'était un vrai objectif. Et du coup, il y a ce titre qui arrive derrière et moi, je suis de l'avis, en tout cas, qu'on ne doit jamais se satisfaire de gagner la Serie A. Il y a des gens qui sont lassés de gagner la Serie A. Moi, ce sera jamais le cas. J'oublierai jamais ce qui nous est arrivé en Ouais, 2006. Et du coup, on se souvient bien d'où on vient, quoi. voilà. Et du coup, moi, chaque titre, vraiment, je le célébrerai parce que chaque titre qu'on gagne, c'est un titre que nos adversaires gagnent pas non plus. Et je me lasserai jamais de gagner la Serie A. Et je serai toujours très déçu si on perd la Serie A. Il y a des gens qui disent, oh, on faut même plus jouer le championnat. On s'en moque que la Ligue des Champions. Non, de toute façon, tu peux gagner le championnat, la Ligue des Champions. C'est ce que le Barça fait très souvent et le Real Madrid l'a déjà fait aussi. Donc, pour moi, c'est même deux discours à part. Mais c'est vrai que voilà, ça a été une saison en plus tellement dominée. Ça fait tellement longtemps qu'on sait qu'on sera champion que voilà, ça arrivé sur ce match-là. On est content parce que c'est officiel, mais bon, quelque part, on le savait depuis longtemps. Donc c'est vrai que c'était un climat très bizarre autour de cette journée. Et bon, je suis quand même content d'avoir vu les joueurs le fêter aussi de manière aussi démonstrative, parce que c'est vrai que s'il y avait eu une ambiance pourrie sur le terrain aussi, ou en tout cas discrète avec les joueurs qui disent ouais bon, on a gagné le titre, là ça aurait vraiment fait tâche. Oui, et puis les joueurs sont contents de l'avoir gagné. Ils ont entre guillemets passé à travers ce qui leur est arrivé. On les voit, ils sont heureux. Ils parlent tous avec le sourire. Ils savent que ce qui leur est arrivé, ça les a tous déçus. Ça a déçu aussi les supporters. Mais ils savent quand c'est un 8e d'affilée, que la Juve écrit encore plus l'histoire et que la motivation reste présente. C'est ça qu'il faut souligner. 37e Scudetto de notre histoire, je le disais, la 4e étoile. Et pas 35, hein, bien sûr, non, 37. non, mais qui dit 35? Qui dit 35? La 4e étoile, elle arrive à vitesse grand V. Hein. Peut-être falloir se préparer. Là, c'est une décennie exceptionnelle. Est-ce que tu crois que, alors, bon, On va évidemment, payer le maillot mercato 20 nous euros donnera, plus cher.
Le mercato estival nous donnera des réponses, mais quand on voit encore une telle saison, on a l'impression que le gouffre est toujours plus grand avec les équipes derrière. Est-ce que tu vois une équipe la saison prochaine où la Juve même régresser peut-être au point de ne plus gagner le Scudetto? Le problème, c'est qu'en fait, on arrive à une période de l'année où on a toujours beaucoup de blessures. C'est arrivé l'année dernière, c'est arrivé il y a 2 ans, cette année c'est pareil, on avait beaucoup de blessures sur des matchs importants. Il manquait un vrai leader sur le terrain, il y a Ronaldo, mais sa première année. Du coup, son leadership dans le vestiaire n'est pas encore au point. Bon, Ronaldo, c'est un leader, on s'en cache pas. Mais il manquait des joueurs comme Khedira, Mandzukic. Sur un terrain, ils sont pas forcément bons cette saison, mais c'est des leaders. Quand tu es là sur le terrain, bah, ils te motivent, ils te poussent au bout, et pas Kellini non plus. Il te pousse, et tu te forces à te dépasser. Là, il y avait que Ronaldo qui poussait, mais ça suffisait pas. Donc je pense qu'il manque un leader. Enfin, quand il y a des blessés, il manque un leader. On a une profondeur de banc. Quand on n'a pas de blessés, qui est bonne. Quand des joueurs sont à leur niveau, on a des bons joueurs. Après, il faudra peut-être songer à se séparer de certains joueurs pour recruter d'autres. On voit que Paratici est un vrai fan de Joao Félix. Pour avoir vu certains de ces matchs, c'est vraiment une pépite en devenir. Après, je connais pas trop le niveau des équipes de Ligue NOS de Portugal. Mais ce mec, sur le terrain, il crève l'écran à chaque match, quoi. Moi, ce qui me dérange un peu là, dans cette histoire, c'est, alors oui, évidemment, hein, ça a l'air d'être un joueur très talentueux, mais on sait les prix qui sont évoqués. Hein, on sait que Oui, de toute façon, il y a une sûr. inflation Et folle. Mais c'est... est-ce que la Juve, c'est encore le club? Bon, la Juve, elle peut lâcher 100 millions d'euros quand elle a genre le meilleur buteur de Serie A qui va être Gonzalo Higuaín ou Cristiano Ronaldo qui a même pas besoin de présenter. Est-ce que même si on se développe très vite, nos revenus augmentent vite, tout ça, est-ce que on est le club qui peut se permettre de dépenser 100 millions d'euros pour un joueur qui en gros n'a rien fait de sa carrière, qui peut complètement rater son adaptation à la Serie A et mais le problème, ce qui me dérange un peu, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que Joao Félix a le même profil qu'un Paulo Dybala, en fait. Et du coup, je vois mal les deux s'accorder ensemble, tu vois. Je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. J'ai du mal un peu de les voir ensemble jouer, en fait. Donc, est-ce que il y a cette question qui revient souvent sur Twitter, que je vois sur le compte Twitter de CIUV, de séparer Dybala pour faire rentrer Joao Félix derrière? Je suis pas un très grand fan, parce que entre Dybala est beaucoup moins productif devant les buts, mais sur le terrain, on voit qu'il est pas la première période, Dybala était sur le terrain, il a régulé le jeu, il a beaucoup couru, il a fait ses passes, et on voit bien qu'au milieu de terrain, il y avait pas de problème, en fait. Enfin, milieu attaque, il y avait pas de problème. Il a beaucoup gêné. Si tu parles du match contre l'Ajax, il a surtout gêné De Jong. Je parle de l'Ajax. Ouais, il a surtout gêné De Jong, et c'est vrai qu'une fois que De Jong a été libéré, ça a aussi changé le visage de l'Ajax, qui en plus a pris le dessus physiquement. C'est exact. Et juste, tu parles de Dybala. Dybala, c'est un peu une énigme sa saison justement. Et c'est vrai qu'on peut avoir un avis sur le vendre ou le garder, mais on sait vraiment plus ce qu'on a entre les mains. Alors on voit vraiment que c'est vraiment pas un joueur qui va être efficace sur les côtés, mais bon, on a essayé de nous l'imposer en numéro 10, mais ça marchait pas trop. Et là, sur un match contre l'Ajax, en fait, t'as du mal à voir. Dans la phase de non-possession et son pressing sur De Jong, c'était intéressant, mais tu sentais qu'il avait vraiment du mal à prendre sa place sur le terrain par rapport à Cristiano Ronaldo. Tu vois, il savait pas trop où se placer. Je l'ai vu un peu errer sur le terrain sur certaines phases de possession. Les peu de fois qu'on a attaqué en tout cas sur ce match, et du coup c'est vrai que moi c'est un joueur que j'aime énormément, il a un talent fou, c'est sûr. Je serais plutôt d'avis de le garder, mais malgré tout je comprendrais si la Juve décidait de s'en séparer, parce que là vraiment on sait plus où on va avec lui, on sait plus s'il est capable de revenir en force, quoi. Ce qu'il y a à savoir, c'est que est-ce que si une offre de plus de 100 millions, 120 millions arrive sur la table, est-ce qu'on dit non? Est-ce que Nedved va dire non? Est-ce que Paratici va dire non? C'est une question qu'il faut se poser. Est-ce que derrière la Juve a des autres objectifs? Ils veulent recruter un défenseur, un milieu de terrain, un attaquant. Est-ce que les 100 millions, 120 millions que Dybala va rapporter, est-ce que ça, on pourrait les investir autre part? Je reparle de Ndombele, je vois Manolas aussi qui revient beaucoup. Est-ce que on pourrait libérer Dybala pour derrière prendre ces deux joueurs-là? C'est à voir, c'est à réfléchir. Est-ce que le joueur veut partir aussi, hein? Il y avait une indiscrétion. Dybala, il veut pas partir. Dybala, il veut pas partir, en fait. C'est ça le problème. C'est ce qui se dit aujourd'hui. Après, tu sais que d'ici juin, juillet, beaucoup de choses peuvent se passer. Il peut très bien avoir un club espagnol. Je pense pas le Real, a priori, parce qu'ils ont l'air d'être intéressés par hasard, mais peut-être le Barça qui pourrait arriver. Bon, ça m'étonnerait aussi, mais
bon, tu sais jamais ce qui peut se passer. Il peut avoir une offre énorme et se dire que voilà, Allegri est encore là et vouloir partir parce que ça passe mal avec lui, même si je pense pas que ce soit totalement vrai. Mais en tout cas, sur ce que on sait aujourd'hui, il y a une indiscrétion qui était rapportée par la presse après le match aller contre l'Ajax où Dybala n'était pas titulaire. Alors je crois que c'était le Corriere di Torino, mais ça mériterait peut-être vérification, mais qui disait que Nedved était allé voir personnellement Dybala pour le rassurer, pour lui dire écoute, toutes ces rumeurs dans la presse comme quoi on veut te vendre, c'est absolument faux. T'es un joueur important dans notre projet, on veut te garder. C'était un peu le même discours de Paratici, donc j'ai vraiment l'impression que la Juve veut garder Dybala. Et malgré tout, par rapport à l'offre que tu évoques de 100 ou de 120 millions d'euros, aujourd'hui, comme je t'ai dit, le Barça, le Real, j'ai l'impression qu'ils ont d'autres priorités et je sais pas trop qui s'intéresserait à Dybala aujourd'hui, à part cette vieille rumeur justement de l'Inter et Morata qui aimerait le faire venir à l'Inter et qui proposerait Icardi en échange, mais c'est même un scénario que je vois peu probable quand même. Je suis d'accord. Après, quid d'Allegri aussi, ça vient beaucoup sur la table. Moi perso, je pense qu'il faut le garder. Parce que simplement, il n'y a rien de mieux sur le marché libre en ce moment, comme tu dis et comme je pense aussi. Après, est-ce que virer Allegri pour choper quelqu'un de mieux? Je suis pas fan. Non mais qui aujourd'hui est mieux qu'Allegri et que tu peux obtenir, tu l'as dit justement. Je pense que la Juve elle est très déçue. Je pense que la Juve a longtemps pensé à Zinedine Zidane, on en a parlé dans ce podcast-là justement. Aujourd'hui, bon voilà, tu regardes la situation du football, les meilleurs entraîneurs ils sont déjà en place. Moi je suis pas des grands fans de Klopp et Guardiola, mais c'est eux qui ont été évoqués. Bon bah ça c'est pas des entraîneurs que tu vas déboulonner, ou alors il faudrait sortir une indemnité de transfert peut-être digne d'un joueur. Et encore, je veux dire, Liverpool a aucune raison de se séparer de Klopp, même contre de l'argent. Donc non, si tu veux virer ton entraîneur, pour que ça ait du sens, il faut que tu prennes quelqu'un de meilleur. Et aujourd'hui, j'ai pas l'impression que des entraîneurs qui seraient à disposition ou atteignables comme libre, je vois pas qui en fait. On nous parle d'Antonio Conte. Moi, un des noms qui me vient en premier à l'esprit, c'est Eusebio Di Francesco. Bah voilà, j'ai pas l'impression que ces entraîneurs-là, Conte, on l'a déjà connu, on sait quels sont son défauts, on sait ce qui marche pas aujourd'hui. Et j'ai pas l'impression que ce soit un entraîneur qui puisse corriger nos défauts justement. Di Francesco, c'est un bon entraîneur, mais on a toujours vu que quand les dynamiques étaient mauvaises, il avait beaucoup de difficultés à les renverser. Il a une expérience assez faible en Ligue des Champions. J'ai pas l'impression que quand la Roma élimine le Barça, ce soit un coup tactique exceptionnel. Donc non, j'aime beaucoup Di Francesco, mais j'ai pas l'impression que c'est un entraîneur qui va nous faire passer un cap par rapport à Allegri. Donc que les gens soient mécontents de cette saison d'Allegri, ils ont raison, et je pense que la direction est très mécontente du jeu produit et du visage de l'équipe sur la deuxième partie de saison. Maintenant, il fera les comptes avec la direction, et c'est sûr que la direction lui imposera de mieux jouer la saison prochaine. Et je pense que s'il repropose ça la saison prochaine, il sera viré. Mais aujourd'hui, virer Allegri pour mettre qui à la place, c'est ça la question. Et je pense de toute façon, Allegri l'année prochaine, c'est sa dernière année de contrat. Du coup, ce sera tout pour le tout en fait. Bah non, parce que dans un grand club, quand t'es pas l'Olympique Lyonnais par exemple, tu ne commences jamais ta saison avec un entraîneur en fin de contrat, parce que ça génère trop de tension dans le vestiaire, ça génère trop d'incertitudes autour du club. Donc par principe, si Allegri reste, il sera prolongé d'une saison supplémentaire jusqu'en 2021. C'est ce qui filtre donc justement. En fait, donc c'est où Allegri est viré, ou alors une prolongation début de saison quoi. C'est ce qui arrivera. Ah oui, enfin s'il reste, en tout cas, c'est sûr qu'il prolonge, ou en tout cas, ça serait vraiment très étonnant de pas le voir prolonger, parce que chaque semaine, ce sera et votre contrat, vous êtes en fin de contrat à la fin de saison, donc non, je pense qu'il prolongera d'une saison. À part s'il gagne la Ligue des Champions, je serais vraiment pas étonné par contre qu'il parte en 2021 et qu'il parte peut-être même de lui-même, parce que ça fait un petit moment qu'il a envie d'une expérience à la Juve. Alors il y a d'une expérience à l'étranger, il y a eu sa fameuse déclaration aussi comme quoi il se verrait bien comme un Ferguson à la Juve, mais je serais pas étonné si ça se passe vraiment très mal, qu'il décide de partir de lui-même à la fin de la saison prochaine. Parce que je le sens quand même très atteint par les critiques. Il en a beaucoup parlé, je pense aussi. Ouais, je pense que c'est quelqu'un qui prend sur lui, mais à des moments, je pense qu'il a un peu ras-le-bol. Mais c'est un peu lâché ce week-end. J'avais vu des propos rapportés par Il Giornale, dans lequel il disait que on gagne, enfin un couillon ne va pas rapporter 1 milliard de chiffre d'affaires à une entreprise si c'est le patron. Et il dit je doute qu'un couillon puisse gagner le Scudetto par exemple. Donc je pense qu'il est vraiment lassé de ces critiques incessantes autour de son équipe. Mais bon voilà, quand on voit le jeu qui a été produit, notamment contre l'Ajax, mais aussi en d'autres circonstances, match aller contre l'Atlético par exemple.
il y a des critiques qui sont légitimes aussi. Des critiques qui sont légitimes, mais sur l'entraîneur, mais je pense qu'on peut aussi les adresser aux joueurs quand même, parce que on a énormément critiqué Allegri pour ce match contre l'Ajax, mais il y a des comportements de certains joueurs aussi, ou en tout cas un niveau de performance de certains joueurs qui est peut-être insuffisant aussi. Ah oui, oui, bien sûr, la saison d'Alexandro est vraiment, vraiment mauvaise, hein. Le match contre l'Ajax, il était transparent. Le, pareil, mais en fait, les joueurs étaient contre l'Ajax, étaient bons en première période, et j'ai l'impression que dès que Diba est sorti, ben, ils savaient pas trop ce qu'il fallait faire, et puis, c'est pas ce qu'il fallait faire, c'est que l'Ajax a mis le pied sur le ballon, et quand tu vois cette équipe d'Ajax, quand tu vois le match, et ben, ça allait trop vite, ça allait vraiment, vraiment trop vite, et une touche de balle, les fameuses actions, je sais plus c'était à quel moment, il y a une touche de balle, il y a que un joueur qui fait plus de 3 touches, et derrière, ça arrive sur une frappe je crois que c'est Ziyech ou de Tadic, qui termine à côté, où c'est contré, ça va en corner. L'Ajax, ça va super vite, et on a été pris à ce jeu-là. Après, c'est clair que bon, Allegri, une philosophie de jeu qui paraît, dès qu'on gagne un 0, on défend. C'est pas une philosophie de jeu qu'il apprécie. Et le problème, c'est qu'il faut que les joueurs l'apprécient et le respectent. Mais le problème, c'est qu'on revient toujours à ce que j'ai dit au début de podcast. Il manquait un vrai leader sur le terrain. Il manquait un Khedira, un Mandzukic, un Chiellini. L'équipe a pas su se relever, a pas su réagir en deuxième période. C'était l'hécatombe. Pareil, Bonucci, Capodocci capitaine, il a pas su remobiliser ses troupes, et puis voilà, je vois par exemple Rougani et Alexandro qui se font dominer, mais qui se font boire par De Ligt de la tête là sur le C'est incroyable. Quand t'as deux joueurs sur lui, il y en a aucun qui est capable de l'empêcher de marquer. C'est vraiment une image emblématique de ce match. Hein. Quand t'as un minot de 19 ans qui prend, qui monte sur Rougani, qui est censé être l'espoir du football italien en défense, et qui monte aussi sur Sandro, et qui permet de mettre la tête, et qui met un bon coup de boule au ballon, et qui trompe Szczesny, qui pouvait rien y faire sur cette tête-là. On peut se poser des questions sur l'implication des joueurs, c'est clair. Bon, de ce match-là, on sortira peut-être avec deux certitudes. La certitude, c'est que Cristiano Ronaldo a su répondre présent cette saison en Ligue des Champions. Il a fait ce qu'on attendait de lui. Alors, il n'a pas un avenir infini, mais c'est déjà une bonne chose, et je pense qu'il sera encore à ce niveau-là physiquement la saison prochaine. Je le vois pas s'effondrer dans la vieillesse très rapidement. Et puis également Szczesny, qui sur ce match-là est vraiment irréprochable. Il fait ce qu'il peut, il repousse longtemps l'échéance. Meilleur joueur du match. Mais meilleur joueur du match assurément, donc au moins on peut ressortir quand même de cette saison de certitude. Ronaldo était à la hauteur et Szczesny est bien le gardien numéro 1 de la Juve. Oui, il a mis Perrine à des années-lumière, hein. Ce n'est plus à justifier maintenant. Bon, maintenant la saison est terminée, il doit rester encore quelques matchs, peut-être 5 ou 6 matchs encore à jouer. Qu'est-ce que tu vas attendre de cette fin de saison maintenant? Qu'est-ce que tu aimerais voir pour ces dernières semaines? Bah, j'attends pas grand chose. Je pense qu'il faut donner du temps aux jeunes. Je pense qu'il faut donner du temps à Nicolosi Caviglia, qu'il faut donner un peu de temps de jeu aussi peut-être à Gozzi, ou peut-être aussi à j'ai perdu le nom du jeune anglais là. Aide-moi, Flo. Mavididi, voilà. Ouais. Il faut dire parce qu'il est un peu intéressant sur son côté gauche. Après, il y a des grosses rencontres qui arrivent. Il y a l'Inter, on va à Giuseppe Meazza. Il y a le derby de la Mole la semaine d'après. Le Torino est très 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 en forme. Ça va être un match très compliqué. Il lutte pour la 4e place. Ce serait beau de voir le Torino 4e, même si je pense pas que ça va arriver, mais on peut toujours y croire. Ensuite, on va à Rome pour jouer à l'AS Roma, et on fête le titre à la maison contre Atalanta. Ce qui est important, c'est de gagner au moins les 2 prochains matchs, l'Inter et le Torino. Je pense que les joueurs peuvent se satisfaire de ça quand même. Je pense que malgré le fait qu'il n'y ait plus d'enjeu, alors évidemment on aimerait voir les jeunes, Nicolosi Caviglia en particulier, mais aussi ceux que tu as mentionnés qui ont montré de bonnes choses. Mais malgré tout, ce qui est intéressant dans cette fin de saison, c'est qu'il y a des vrais matchs. L'Inter, la Roma, le Toro, c'est des vraies rencontres, on va dire, qui vont au-delà du seul résultat pour le championnat, au-delà des 3 points, mais il y a une vraie rivalité avec ces équipes-là. Donc au moins ça va un petit peu animer la fin de la saison, même si on n'attend plus rien. Et puis peut-être mettre Cristiano Ronaldo en condition d'être au moins meilleur buteur, parce qu'il est déjà bien dégoûté d'avoir de quitter Ligue des Champions pour la première fois en quart de finale depuis très longtemps. Donc ça serait bien qu'il puisse se consoler au moins en étant meilleur buteur du championnat. Ça enverra un joli message. D'accord.
Alors qu'on enregistrait ce podcast, le Napoli a été battu par l'Atalanta 2-1. Belle victoire encore de l'Atalanta et du coup l'avance de la Juve qui continue d'être creusée et qui est de 20 points aujourd'hui. Il y a eu pas mal de matchs ce week-end, tous samedi évidemment parce que c'est la tradition en Italie, on ne joue jamais lors de Pâques. Qu'est-ce qui t'a marqué du coup sur cette 33e journée de Serie A? Bah, comme j'ai dit, le Taureau qui continue à faire ses bonnes performances. Je peux aussi noter, comment dire, le match nul entre Parme et le Milan. Et puis aussi ce match nul entre l'Inter et la Roma, c'est assez équilibré. Pas grand chose à noter. Si, on peut noter le départ du directeur sportif de la Samp, avec les différents problèmes qui se passent extra-sportifs. Après, voilà, pas trop de choses à dire. Peut-être le Chievo qui s'impose à la Lazio. Ouais. Ouais, mais en tout cas, tu l'as dit, le Torino, c'est le grand gagnant de cette journée, je pense, avec sa victoire contre le Genoa, parce qu'il y a effectivement la Sampdoria qui s'écroule à Bologne et qui là se retrouve vraiment distancé maintenant dans la course à l'Europe. Gros coup dur, et c'est dommage parce qu'il faisait une très belle saison, et là il y a des rumeurs autour du rachat du club qui serait peut-être imminent, et du coup ça va un peu miner la fin de saison peut-être, et c'est dommage parce que c'était une très belle équipe à avoir joué. Mais du coup voilà, le Torino qui revient à 3 points du Milan alors qu'il les affronte la semaine prochaine, et du coup voilà, Milan qui fait match nul contre Parme, mais personne qui en profite derrière, parce que la Roma aussi fait match nul, parce que la Lazio perd contre le Chievo qui est déjà relégué, ça c'est incroyable. Et donc le Torino, vrai gagnant de cette journée, et qui lors de la 34e journée du coup contre le Milan pourrait frapper très fort justement s'il s'imposait à domicile. Après la différence c'est que moi je trouverais pas ça beau que le Toro finisse 4e, parce que c'est un rival de la Juve et plus ils sont bas plus je suis content moi. Trop méchant, toi. Hein. Voilà. Et puis, ce qu'on peut signaler aussi sur cette fin de championnat, c'est les nouveaux buts de Petagna, qui en a mis 2 ce week-end et qui se retrouve maintenant à 14 buts. Et si on enlève Cristiano Ronaldo de la Juve, eh bien personne n'a marqué plus de buts que Petagna. Donc à bon entendeur. Et voilà. Et toi, tu veux voir la Juve, comme d'habitude. Ouais, pourquoi pas pour suppléer Mario Mandzukic. La relève. Hein. Une petite suggestion, voilà, parce que Petagna c'est pas forcément un joueur très talentueux, mais c'est un bon bourrin et il marque des buts, donc peut-être. Et ben si Paratici écoute ça, écoute le podcast. Hein. Mais il l'écoute et du coup il m'enverra peut-être un texto pour me dire ce qu'il en pense. Un petit DM. Voilà, un petit DM. Ouais. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour les bilans de fin de saison et je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Ciao à tutti. Ciao.